Buenas tardes. Muchas gracias. Bonsoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que l'Occident est en danger. Il est en danger parce que ceux qui sont censés défendre les valeurs de l'Occident sont influencés par une vision du monde qui conduit inévitablement au socialisme et, par conséquent, à la pauvreté. Malheureusement, au cours des dernières décennies, motivés par des désirs bien intentionnés d'aider autrui, et d'autres par le désir d'appartenir à une caste privilégiée, les principaux dirigeants du monde occidental ont abandonné le modèle de la liberté, au profit de différentes versions de ce que nous appelons le collectivisme. Nous sommes ici pour vous dire que les expériences collectivistes ne sont jamais la solution aux problèmes qui touchent les citoyens du monde, mais, au contraire, en sont la cause. Croyez-moi. Personne mieux que nous, les Argentins, pour témoigner de ces deux questions. Quand nous avons adopté le modèle de la liberté, vers l'année 1860, en 35 ans, nous sommes devenus la première puissance mondiale. Alors que lorsque nous avons embrassé le collectivisme au cours des 100 dernières années, nous avons vu comment nos citoyens ont commencé à s'appauvrir systématiquement, jusqu'à tomber à la 140e place mondiale. Mais avant de pouvoir engager cette discussion, il sera important de regarder d'abord les données qui soutiennent pourquoi le capitalisme de libre entreprise n'est pas seulement un système possible pour mettre fin à la pauvreté dans le monde, mais qu'il est le seul système moralement souhaitable pour y parvenir. Si l'on considère l'histoire du progrès économique, on peut voir comment, de l'année 0 à l'année 1800 environ, le PIB par habitant du monde est resté pratiquement constant pendant toute la période de référence. Si l'on examine un graphique de l'évolution de la croissance économique tout au long de l'histoire de l'humanité, on verrait un graphique sous la forme d'une crosse de hockey, une fonction exponentielle qui est restée constante pendant 90% du temps et qui a explosé de manière exponentielle à partir du 19e siècle. La seule exception à cette histoire d'immobilisme s'est produite à la fin du 15e siècle avec la découverte de l'Amérique. Sauf cette exception, tout au long de la période entre l'année 0 et l'année 1800, le PIB par habitant à l'échelle mondiale est resté stagnant. Eh bien, non seulement le capitalisme a généré une explosion de richesse dès son adoption en tant que système économique, mais si l'on analyse les données, on constate qu'il s'accélère tout au long de la période. Pendant toute la période comprise entre l'année 0 et le 1800, le taux de croissance du PIB par habitant est resté stable autour de 0,02% par an, c'est-à-dire pratiquement sans croissance. À partir du 19e siècle, avec la révolution industrielle, le taux de croissance passe à 0,66%. À ce rythme, il faudrait 107 ans pour doubler le PIB par habitant. Eh bien, si nous examinons la période entre 1900 et 1950, le taux de croissance s'accélère à 1,66% par an. Nous n'avons plus besoin de 107 ans pour doubler le PIB par habitant, mais de 66 ans. Si nous prenons la période entre 1950 et l'année 2000, nous constatons que le taux de croissance était de 2,1% par an, ce qui signifierait que nous pourrions doubler le PIB par habitant du monde en seulement 33 ans. Cette tendance, loin de s'arrêter, reste vivante aujourd'hui encore. Si nous prenons la période entre l'année 2000 et 2023, le taux de croissance a de nouveau accéléré à 3% par an. Cela signifie que nous pourrions doubler notre PIB par habitant dans le monde en seulement 23 ans. Eh bien, lorsque l'on étudie le PIB par habitant depuis l'année 1800 jusqu'à aujourd'hui, on constate qu'après la révolution industrielle, le PIB par habitant mondial a été multiplié par plus de 15 fois, générant une explosion de richesse qui a sorti de la pauvreté 90% de la population mondiale. N'oublions jamais que d'ici 1800, près de 95% de la population mondiale vivait dans l'extrême pauvreté, alors que ce chiffre est tombé à 5% d'ici 2020, avant la pandémie. La conclusion est évidente.
plutôt que d'être la cause de nos problèmes, le capitalisme de libre entreprise, en tant que système économique, est le seul outil que nous avons pour mettre fin à la faim, à la pauvreté et à l'indigence à travers le monde. La preuve empirique est incontestable. C'est pourquoi, comme il ne fait aucun doute que le capitalisme de libre marché est supérieur en termes de productivité, la doxa de gauche a attaqué le capitalisme pour ses questions de moralité, le considérant comme injuste selon eux. Ils disent que le capitalisme est mauvais parce qu'il est individualiste, et que le collectivisme est bon parce qu'il est altruiste, avec l'argent des autres. En conséquence, ils prônent la justice sociale. Mais ce concept, qui est devenu à la mode dans le premier monde ces derniers temps, est une constante du discours politique dans mon pays depuis plus de 80 ans. Le problème est que la justice sociale n'est pas juste, mais elle n'apporte pas non plus le bien-être général. Au contraire, c'est une idée intrinsèquement injuste car elle est violente. Elle est injuste car l'État se finance par le biais des impôts, et les impôts sont prélevés de manière coercitive. Ou bien l'un de nous peut-il prétendre payer les impôts de manière volontaire? Ce qui signifie que l'État se finance par la coercition et que, plus la charge fiscale est élevée, plus la coercition est grande, moins il y a de liberté. Ceux qui promeuvent la justice sociale partent de l'idée que l'économie est comme un gâteau qui peut être réparti de manière différente. Mais ce gâteau n'est pas donné. C'est une richesse qui se génère dans ce que, par exemple, Israël Kirzner appelle un processus de découverte de marché. Si le bien ou le service offert par une entreprise n'est pas souhaité, cette entreprise fait faillite à moins de s'adapter à ce que le marché demande. Si elle produit un produit de bonne qualité à un bon prix attractif, elle réussira et produira davantage. Ainsi, le marché est un processus de découverte dans lequel le capitaliste trouve sur la route la bonne direction. Mais si l'État punit le capitaliste pour son succès et le bloque dans ce processus de découverte, il détruit ses incitations et les conséquences en sont qu'il produira moins et que le gâteau sera plus petit, causant des préjudices à l'ensemble de la société. Le collectivisme, en inhibant ces processus de découverte et en rendant difficile l'appropriation de ce qui a été découvert, attache les mains de l'entrepreneur et l'empêche de produire de meilleurs biens et d'offrir de meilleurs services à un meilleur prix. Comment se fait-il alors que, depuis le monde académique, les organismes internationaux, la politique et la théorie économique, on diabolise un système économique qui non seulement a sorti de l'extrême pauvreté 90% de la population mondiale et le fait de plus en plus rapidement, mais qui est aussi juste et moralement supérieur grâce au capitalisme de libre entreprise. Et le monde se trouve à son meilleur moment. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité un moment plus prospère que celui que nous vivons aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est plus libre, plus riche, plus pacifique et prospère que jamais dans toute notre histoire. Cela est vrai pour tous, mais en particulier pour les pays qui sont libres, où l'on respecte la liberté économique et les droits de propriété des individus. Car les pays libres sont 12 fois plus riches que les réprimés. Le décile le plus bas de la distribution des pays libres vit mieux que 90% de la population des pays réprimés. Il a 25 fois moins de personnes pauvres dans le format standard et 50 fois moins dans le format extrême. Et comme si cela ne suffisait pas, les citoyens des pays libres vivent 25% de plus que ceux des pays réprimés. Eh bien, pour comprendre ce que nous venons défendre, il est important de définir de quoi nous parlons lorsque nous parlons de libertarisme. Pour le définir, je reprends les mots du plus grand défenseur des idées de liberté en Argentine, le professeur Alberto Venegas Lynch fils, qui dit « Le libertarisme est le respect strict du projet de vie d'autrui, basé sur le principe de non-agression, en défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété, dont les institutions fondamentales sont la propriété privée, les marchés libres sans intervention de l'État, la libre concurrence, la division du travail et la coopération sociale, où l'on ne peut réussir qu'en servant autrui avec des biens de meilleure qualité à un meilleur prix. En d'autres termes, le capitaliste, l'entrepreneur réussi, est un bienfaiteur social qui, loin de s'approprier la richesse d'autrui, contribue au bien-être général. En fin de compte, un entrepreneur réussi est un héros. C'est le modèle que nous proposons pour l'Argentine, l'avenir,
un modèle basé sur les principes fondamentaux du libertarisme, la défense de la vie, de la liberté et de la propriété. Eh bien, si le capitalisme de libre entreprise et la liberté économique ont été des outils extraordinaires pour mettre fin à la pauvreté dans le monde, et que nous nous trouvons aujourd'hui dans le meilleur moment de l'histoire de l'humanité, cela vaut la peine de se demander pourquoi je dis alors que l'Occident est en danger? Je dis que l'Occident est en danger précisément parce que dans ces pays que nous devrions défendre, les valeurs du libre marché, la propriété privée et les autres institutions du libertarisme, des secteurs de l'establishment politique et économique, certains en raison d'erreurs dans leur cadre théorique et d'autres par ambition de pouvoir, sapent les fondements du libertarisme, ouvrant la voie au socialisme et les condamnant potentiellement à la pauvreté, à la misère et à l'immobilisme. Car il ne faut jamais oublier que le socialisme est toujours et partout un phénomène appauvrissant qui a échoué dans tous les pays où il a été tenté. Un échec économique, un échec social, un échec culturel et en plus, il a tué plus de 100 millions d'êtres humains. Le problème essentiel de l'Occident aujourd'hui est que non seulement nous devons faire face à ceux qui, même après la chute du mur et l'évidence empirique accablante, continuent de plaider en faveur du socialisme appauvrissant, mais aussi à nos propres dirigeants, penseurs et universitaires qui, soutenus par un cadre théorique erroné, sapent les fondements du système qui a connu la plus grande expansion de richesse et de prospérité de notre histoire. Le cadre théorique auquel je fais référence est celui de la théorie économique néoclassique, qui conçoit un instrument qui, sans le vouloir, finit par rendre fonctionnelle l'ingérence de l'État, le socialisme et la dégradation de la société. Le problème des néoclassiques est que, comme le modèle dont ils sont tombés amoureux ne correspond pas à la réalité, ils attribuent l'erreur à une prétendue défaillance du marché plutôt que de réexaminer les prémices de leur modèle. Sous prétexte d'une prétendue défaillance du marché, des régulations sont introduites qui ne font que générer des distorsions dans le système des prix, empêchant le calcul économique et, par conséquent, l'épargne, l'investissement et la croissance. Ce problème réside essentiellement dans le fait que même les économistes prétendument libertariens ne comprennent pas ce qu'est le marché, car, s'ils le comprenaient, ils verraient rapidement qu'il est impossible qu'il y ait quelque chose comme un échec du marché. Le marché n'est pas qu'une simple description graphique d'une courbe d'offre et d'une courbe de demande sur un graphique. Le marché est un mécanisme de coopération sociale où les droits de propriété sont échangés volontairement. Par conséquent, étant donné cette définition, parler d'échec du marché est un oxymore. Il n'y a pas d'échec des marchés si les actions sont volontaires. Le seul contexte dans lequel il peut y avoir un échec du marché est s'il y a coercition. Et le seul ayant la capacité de coercition à grande échelle est l'État, qui détient le monopole de la violence. En conséquence, si quelqu'un considère qu'il y a un échec du marché, je lui recommanderais de vérifier s'il y a une intervention de l'État dans le processus, et s'il constate qu'il n'y a pas d'intervention de l'État, je suggère qu'il refasse l'analyse, car les échecs de marché n'existent pas. Un exemple des prétendus échecs du marché que décrivent les néoclassiques est la concentration des structures économiques. Cependant, sans fonction présentant des rendements croissants à l'échelle, dont la contrepartie est la concentration des structures économiques, nous ne pourrions pas expliquer la croissance économique depuis 1800 jusqu'à aujourd'hui. Il est intéressant de noter que depuis 1800, avec la population multipliant par plus de 8 ou 9 fois, le produit par habitant a augmenté de plus de 15 fois, c'est-à-dire qu'il existe des rendements croissants. Cela a réduit l'extrême pauvreté de 9% à 5%. Cependant, ces rendements croissants impliquent des structures concentrées, ce qui s'appellerait, par exemple, un monopole. Comment quelque chose qui a généré autant de bien-être selon la théorie néoclassique peut-il être considéré comme un échec du marché? Économistes néoclassiques, sortez de la boîte. Quand le modèle échoue,
il ne faut pas se fâcher contre la réalité, il faut se fâcher contre le modèle et le changer. Le dilemme auquel est confronté le modèle néoclassique est qu'il prétend vouloir perfectionner le fonctionnement du marché en attaquant ce qu'il considère comme des échecs, mais ce faisant, il ouvre non seulement les portes du socialisme, mais il menace également la croissance économique. Exemple, réglementer les monopoles, détruire leurs gains et anéantir automatiquement les rendements croissants détruirait la croissance économique. Autrement dit, chaque fois que vous voulez corriger un prétendu échec du marché, inévitablement, en ignorant ce qu'est le marché ou en étant tombé amoureux d'un modèle défaillant, vous ouvrez les portes du socialisme et condamnez les gens à la pauvreté. Cependant, face à la démonstration théorique que l'intervention de l'État est préjudiciable, à la preuve empirique qu'elle a échoué parce que cela ne pouvait pas être autrement, la solution proposée par les collectivistes n'est pas plus de liberté, mais plus de régulation, générant une spirale descendante de réglementation jusqu'à ce que nous soyons tous plus pauvres et que la vie de chacun dépende d'un bureaucrate assis dans un bureau de luxe. Au vu de l'échec retentissant des modèles collectivistes et des progrès indéniables du monde libre, les socialistes ont été contraints de changer leur agenda. Ils ont abandonné la lutte des classes dans le système économique pour la remplacer par d'autres prétendus conflits sociaux tout aussi nuisibles à la vie en communauté et à la croissance économique. La première de ces nouvelles batailles a été la lutte ridicule et contre nature entre l'homme et la femme. Le libertarianisme établit déjà l'égalité entre les sexes, la pierre angulaire de notre credo affirmant que tous les hommes sont créés égaux, que nous avons tous les mêmes droits inaliénables accordés par le Créateur, parmi lesquels se trouvent la vie, la liberté et la propriété. La seule évolution de cet agenda du féminisme radical est une intervention accrue de l'État pour entraver le processus économique, en créant des emplois pour des bureaucrates qui n'ont rien apporté à la société, que ce soit sous forme de ministère de la femme ou d'organismes internationaux dédiés à promouvoir cet agenda. Un autre conflit que les socialistes soulèvent est celui de l'homme contre la nature. Ils affirment que les êtres humains endommagent la planète et qu'elle doit être protégée à tout prix, allant jusqu'à plaider en faveur de mécanismes de contrôle démographique ou de l'agenda sanglant de l'avortement. Malheureusement, ces idées nocives ont imprégné la société. Les néo-marxistes ont su s'approprier le bon sens de l'Occident, et ils ont réussi grâce à la prise de contrôle des médias, de la culture et des universités. Et oui, aussi des organismes internationaux. Ce dernier cas est peut-être le plus grave, car il s'agit d'institutions qui ont une énorme influence sur les décisions politiques et économiques des pays qui composent ces organismes multilatéraux. Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à oser élever la voix, car nous voyons que si nous ne combattons pas frontalement ces idées, le seul destin possible est d'avoir de plus en plus d'États, plus de régulation, plus de socialisme, plus de pauvreté, moins de liberté et, par conséquent, un niveau de vie plus bas. Malheureusement, l'Occident a déjà commencé à emprunter cette voie. Je sais que cela peut sembler ridicule à beaucoup de dire qu'Occident s'est tourné vers le socialisme. Mais cela n'est ridicule que dans la mesure où l'on se restreint à la définition économique traditionnelle du socialisme qui établit qu'il s'agit d'un système économique où l'État est le propriétaire des moyens de production. Cette définition devrait, de mon point de vue, être mise à jour en fonction des circonstances actuelles. Aujourd'hui, les États n'ont pas besoin de contrôler directement les moyens de production pour contrôler chaque aspect de la vie des individus. Avec des outils tels que l'émission monétaire, l'endettement, les subventions, le contrôle du taux d'intérêt, les contrôles des prix et les réglementations pour corriger les prétendus échecs du marché, ils peuvent contrôler le destin de millions d'êtres humains. C'est ainsi que nous en sommes arrivés au point où, sous différents noms ou formes, les offres politiques généralement acceptées dans la plupart des pays de l'Occident sont des variantes collectivistes. Qu'ils se déclarent ouvertement communistes, fascistes, nazis, socialistes, sociodémocrates, nationaux-socialistes, démocrates chrétiens, keynésiens, néo-keynésiens, progressistes, populistes, nationalistes ou globalistes.
Au fond, il n'y a pas de différence substantielle. Tous soutiennent que l'État doit diriger tous les aspects de la vie des individus. Tous définissent un modèle contraire à celui qui a conduit l'humanité au progrès le plus spectaculaire de son histoire. Aujourd'hui, nous venons ici inviter les autres pays de l'Occident à reprendre le chemin de la prospérité, la liberté économique, le gouvernement limité et le respect inconditionnel de la propriété privée sont des éléments essentiels à la croissance économique. Ce phénomène d'appauvrissement engendré par le collectivisme n'est ni une fantaisie ni un fatalisme. C'est une réalité que les Argentins connaissent très bien depuis au moins 100 ans, car nous l'avons déjà vécu, nous sommes passés par là. Comme je l'ai dit précédemment, depuis que nous avons décidé d'abandonner le modèle de la liberté qui nous avait rendus riches, nous sommes pris dans une spirale descendante où chaque jour nous devenons plus pauvres. Nous avons déjà vécu cela et nous sommes ici pour vous avertir de ce qui peut se produire si les pays d'Occident qui se sont enrichis avec le modèle de la liberté continuent sur cette voie de servitude. Le cas argentin est la démonstration empirique que peu importe à quel point vous êtes riche, combien de ressources naturelles vous avez, peu importe à quel point la population est qualifiée, éduquée ou combien d'onces d'or se trouvent dans les coffres de la Banque centrale, si des mesures sont adoptées pour entraver le bon fonctionnement des marchés, la libre concurrence, les systèmes de prix libres. S'ils sont entravés, le destin possible est la pauvreté. Par conséquent, pour conclure, je tiens à adresser un message à tous les chefs d'entreprise présents ici et à ceux qui ne le sont pas, mais nous suivent de partout dans le monde. Ne vous laissez pas intimider ni par la classe politique ni par les parasites qui vivent de l'État. Ne vous livrez pas à une classe politique qui ne veut que se perpétuer au pouvoir et maintenir ses privilèges. Vous êtes des bienfaiteurs sociaux, vous êtes des héros. Vous êtes les créateurs de la période de prospérité la plus extraordinaire que nous ayons jamais connue. Que personne ne vous dise que votre ambition est immorale. Si vous gagnez de l'argent, c'est parce que vous offrez un meilleur produit, à un meilleur prix, contribuant ainsi au bien-être général. Ne cédez pas à l'avancée de l'État. L'État n'est pas la solution. L'État est lui-même le problème. Vous êtes les vrais protagonistes de cette histoire et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez l'Argentine comme allié inconditionnel. Merci beaucoup. Y viva la libertad, carajo! Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Vamos a ir por la derecha también. Fantástico. Gracias.